Bonjour. Le mouvement des libertés urbaines est l'une des évolutions politiques les plus importantes du Moyen Âge, puisque les villes et les villages ont obtenu progressivement, au XIIe et XIIIe siècle, une indépendance dans leur gestion, tandis que étaient garantis désormais certains droits individuels. Nous allons voir ce qu'il en est à la même époque dans la région, dans notre département des Hautes-Alpes. Ici, aucun document ne mentionne de liberté municipale avant le XIIIe siècle. On suppose bien sûr que Gap et Embrun devaient disposer déjà avant de certaines coutumes, mais elles ne sont pas mentionnées. À la fin du XIIe siècle sont attestés, pour Embrun, des droits d'usage communs sur des forêts et des montagnes pastorales. À Embrun, d'après un traité de 1177, l'universitas, c'est-à-dire la communauté urbaine, est représentée par 3 chanoines, 6 chevaliers et 5 bourgeois. Ce sont donc tous des membres des élites nobiliaires et économiques. Le patriciat urbain est un rouage des pouvoirs seigneuriaux. N'imaginons pas que c'est le petit peuple qui commence à gérer la ville. Cette population, ces élites, parviennent à encadrer quelques prérogatives du pouvoir comtal, notamment son exercice de la justice et du droit de gîte, ce devoir qui obligeait les communautés à accueillir gratuitement le seigneur. Cette communauté se fait représenter au tribunal comtal par des prud'hommes, des membres de son élite. Le peuple, quant à lui, n'intervient que pour prêter serment à l'archevêque lors de son entrée en charge, voire de temps à autre pour se réunir afin d'entendre les annonces publiques qui sont faites par les prud'hommes. L'existence juridique de la ville de Gap est reconnue à peu près dès 1184. Les élites, là aussi, sont composées essentiellement de chevaliers et de bourgeois qui tous collaborent avec l'évêque. En 1275, les consuls représentant la ville de Gap sont composés d'un chanoine, d'un noble, de 2 bourgeois et d'un paysan riche. La composition des élites consulaires, qu'il s'agisse de Gap ou d'Embrun, évolue très peu, puisque l'on retrouve toujours au poste clé les mêmes familles. Cependant, au cours du XIIIe siècle, la noblesse, dans cette élite urbaine, commence à céder du terrain face aux maîtres artisans enrichis qui parviennent à se glisser dans l'oligarchie. Le XIIIe siècle est une période de changement dans les communes hautes-alpines. À Embrun est mentionné en 1210 pour la première fois l'existence d'un consulat chargé de veiller aux libertés de la cité. Quelles sont ces libertés? Les droits de marché, de basse justice, c'est-à-dire la correctionnelle. Un groupe de quelques consuls agit au nom de la ville, mais en fait en réalité au nom des élites. On les voit nouer des accords avec les villages voisins, notamment avec les seigneurs de Savines, auxquels les consuls d'Embrun demandent leur soutien militaire. En revanche, la ville doit au dauphin des tailles et 1 mois par an une troupe de 100 fantassins et 4 cavaliers qu'on appelle une chevauchée. Mais les élites urbaines sont parcourues par des divisions évidentes. Des personnalités d'origine plus modeste commencent, dès le XIIIe siècle, à entrer, à se frayer un chemin dans l'oligarchie urbaine, ce qui suscite des conflits au sein de celle-ci. La noblesse se sent menacée dans sa position sociale et la foule prend facilement fait et cause contre elle. Plusieurs procès et même des révoltes dans la ville d'Embrun obligent en 1237 les familles de chevaliers à s'acquitter elles aussi des tailles et des obligations militaires qui pesaient sur les bourgeois et qui en principe ne pesaient pas sur ces élites nobiliaires. Socialement, les classes dirigeantes tendent ainsi à s'homogénéiser par la généralisation de l'impôt. En 1237, les consuls d'Embrun s'attaquent aux privilèges du clergé de la ville en voulant rendre justice contre des clercs, en attaquant l'un d'eux et en contestant le tribunal de l'archevêque. En principe, les clercs ne sont jugés que par l'archevêque. Loin de se contenter de quelques affranchissements ou de la reconnaissance de la commune comme personne morale, les consuls d'Embrun souhaitaient visiblement exercer eux-mêmes
le pouvoir politique et judiciaire dans la cité. Mais la répression s'abat sur les élites et la commune est provisoirement suspendue par l'archevêque qui sent très bien la menace des consuls contre son pouvoir. D'autres localités des alentours vont elles aussi entrer dans un processus de contestation de l'épiscopat et vont réclamer des franchises. C'est le cas de Chorges en 1246, dont les consuls étaient nommés par l'archevêque d'Embrun. Le bourg se révolte pour réclamer la liberté d'élection de ses représentants. À Châteauroux, il existe des consuls, mais ils sont tous choisis dans des familles nobles, adjoints de quelques membres de la riche paysannerie locale. En général, les consuls de Châteauroux obéissent à l'archevêque. Comme dans le reste de la région, l'emprise du dauphin sur les communes va grandir au XIIIe siècle. À Embrun, le dauphin apporte sa protection au consulat, confirme les libertés de la cité, mais exige en échange une levée de troupes en sa faveur et l'installation d'un magistrat dans la ville, rendant la justice en son nom. Autant d'implantations, autant de droits qu'il donne ou reprend, alors que c'était uniquement le privilège de l'archevêque. Face aux tentatives d'indépendance des consuls, l'archevêque utilise l'excommunication et en appelle aux autorités temporelles, soit le dauphin, soit le comte de Provence. La plupart des révoltes urbaines du XIIIe siècle, menées par une élite et non par un mouvement populaire, aboutissent à l'isolement de la commune, en général toujours perdante. En 1258, la cité est brisée par le dauphin qui accorde une amnistie, mais condamne la ville à perdre ses libertés et son consulat. Pourtant, malgré la répression, l'existence d'une représentation municipale entre dans les mœurs. La servitude personnelle a reculé dans les vallées et des libertés ont été accordées. À Gap, la situation paraît proche de celle d'Embrun, le mouvement d'indépendance paraît le même, ainsi que la répression, même si les velléités d'indépendance communale sont plus tardives qu'à Embrun. Ici aussi, l'évêque accepte de reconnaître l'existence de ces consuls chargés de répartir les impôts et le service militaire. En échange, l'évêque protège quelques franchises municipales. Là aussi, les consuls font tous partie des familles de chevaliers et de bourgeois de la cité, mais aussi de la petite seigneurie rurale des environs. Ainsi, les seigneurs de Jarjaille sont souvent consuls de Gap. Comme à Embrun, cette élite est agitée d'ambitions politiques et territoriales, puisqu'en 1253, les consuls de Gap achètent le château de Furmeillet et même les droits féodaux sur ce village. La commune de Gap devient donc elle-même un seigneur et impose à d'autres, moins puissants, paysans, ses propres règlements. À bientôt.